plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Mesdames, Messieurs, à la une ce soir, The Game is over. Fini le désordre dans l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo. Après le Lualaba, la commission ad hoc instituée par le ministre des Mines pour le contrôle et l'assainissement de ce secteur est à pied d'œuvre dans le Haut-Katanga. Les entités d'exploitation minière non en règle mettront la clé sous le paillasson. D'autres précisions dans ce journal. Ouverture ce mercredi de l'audience foraine du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Njili, 2 militaires jugés pour une fusillade meurtrière le 4 janvier dernier. Le bilan fait état de 4 morts et 3 blessés graves, une affaire qui continue à défrayer la population encore sur le choc. Au Congo central, la route nationale numéro 16 dans le territoire de Madimba se trouve dans un état de dégradation très avancé. La population des secteurs et villages environnants éprouve d'énormes difficultés de mobilité. Un reportage sur place pour faire le point sur cette situation préoccupante. Ça sera tout pour les titres. Bienvenue aux 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'atelier de validation du projet de stratégie nationale des minéraux et métaux critiques de la RDC s'est ouvert ce mercredi dans la ville de Lubumbashi, organisé par le ministère des Mines. Cet atelier vise à valider la vision, les priorités et les instruments de politique publique intégrant les objectifs de développement rural. Un reportage de Malumbela, notre envoyé spécial. Le gouvernement congolais s'attelle à doter la RDC d'une stratégie nationale dédiée aux minéraux et métaux critiques. À l'ère de la décarbonisation, tous les acteurs du secteur minier s'accordent sur la nécessité pour la RDC de se réapproprier pleinement de ses richesses minérales, d'où l'intérêt accordé à la tenue de cet atelier initié par l'organisation panafricaine SARWA en collaboration avec le ministère des Mines et consacré à la validation du projet de stratégie nationale sur les minéraux et métaux critiques. Plusieurs défis majeurs ont été identifiés au cours des échanges, des défis qui pourraient toutefois être surmontés grâce à la mise en œuvre d'une politique nationale claire, structurée et cohérente, telle que définie dans ces plans stratégiques attendus. Afin de tirer pleinement parti des opportunités offertes par la forte hausse de la demande mondiale en minéraux critiques, cette stratégie nationale vise à promouvoir une industrialisation équitable fondée sur les ressources naturelles. Cette feuille de route ambitionne de faire la RDC non seulement un fournisseur de matières premières, mais un pôle de fabrication et d'innovation dans la chaîne des technologies propres. C'est cela la vision que porte son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui son Excellence, Monsieur le Ministre de Mines lui retournera un hommage mérité. Elle ambitionne également de soutenir la diversification de l'économie, la création d'emplois et le développement durable. L'accent est également mis sur la transformation et la valorisation locale des richesses minières, le renforcement de la gouvernance et de la coopération institutionnelle, l'encouragement des investissements responsables ainsi que le respect des bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Chaque dossier est scruté avec munitie. Les entités d'exploitation des ressources minérales dans le Haut-Katanga se sont présentées devant la commission ad hoc instituée par le ministre des Mines, Louis Watoum. Une opération qui vise à remettre de l'ordre dans le secteur de l'exploitation artisanale et qui intervient après la phase 1 dans la province du Lualaba. Reportage. Après le Lualaba, les opérations de contrôle des entités de traitement des substances minérales se poursuivent désormais dans la province du Haut-Katanga. À Lubumbashi, ce mercredi 7 janvier 2025, la commission ad hoc instituée par le ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba, a lancé la phase opérationnelle de ses travaux en présence des autorités provinciales. Dès le début de la journée, les responsables des entités concernées ont répondu à l'appel de la commission en présentant leur dossier. Ces derniers comprennent l'ensemble des documents administratifs, juridiques et techniques requis, ainsi que les éléments relatifs à la traçabilité des minerais et à la légalité des sources d'approvisionnement. Les membres de la commission ont procédé à un examen approfondi des dossiers soumis dans le strict respect du cadre légal et réglementaire en vigueur. Des échanges ont été engagés avec les responsables des entités afin d'éclaircir certaines situations, d'identifier d'éventuelles insuffisances et de préciser les compléments à fournir, une mise en conformité totale.
Conformément à son mandat, la commission dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception des dossiers déclarés complets pour achever les vérifications et formuler ses conclusions. Ces travaux se sont déroulés dans un climat de responsabilité et de collaboration, traduisant la volonté du gouvernement de la République de renforcer la gouvernance du secteur minier. Cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à faire des ressources minières de la RDC un moteur réel de développement au bénéfice du peuple congolais. Et puis le ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Lucien Boussa, a entamé une visite d'inspection des services sous tutelle. Cet avant-midi, il s'est rendu à la cellule technique d'appui à l'aménagement du territoire et à l'Observatoire national de l'aménagement du territoire. Un reportage d'Edith Chala et Bijou Ekamba. Les services sous tutelle du ministère de l'Aménagement du Territoire ont reçu la visite de Jean-Lucien Boussa, ministre de l'Aménagement du Territoire. Pour commencer cette visite qui a tout l'air d'une inspection, c'est à la cellule technique d'appui et de coordination de l'aménagement du territoire que le ministre s'est rendu. Cette cellule, chargée de produire des études et avis techniques, étudier les textes législatifs et réglementaires entre autres, avait besoin d'une nouvelle dynamique et une nouvelle vision des choses. À l'Observatoire national de l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa Tongwa a eu toutes les informations sur les 8 directions que compte l'ONAT. Mais la touche du ministre s'était déjà fait sentir auprès des agents. Nous, c'est un très grand jour parce que l'ONAT, comme observatoire, ou tout comme l'unité d'appui à l'aménagement du territoire, est née depuis 2010. 2010 où nous avons travaillé dans les conditions les plus difficiles possibles, qu'on ne sait pas décrire. Mais ce qui nous ravit, c'est que le ministre, à peine arrivé, avant qu'il atteigne même 4 mois, il nous a doté de moyens pour équiper les bureaux. Pas seulement équiper les bureaux, mais il a signé notre grille barémique pour renouveler les salaires, qui était dans les taux de 2010. Mais pas très loin encore, il signe le contrat pour les soins médicaux avec le centre Nganda. Donc, il a coupé très court pour que tous ces agents et les cadres travaillent dans de très bonnes conditions et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Cette mission d'inspection s'étendra à d'autres services pour plus de proximité avec l'autorité, afin de rester dans la dynamique que le ministre met en place pour un aménagement du territoire au service du développement des espaces multiformes de la RDC. Je l'ai dit tantôt, dans la province du Congo central, la route nationale numéro 16, plus précisément sur le tronçon traversant le territoire de Madimba, se trouve dans un état de dégradation avancée. Cette situation pénalise lourdement les populations locales confrontées à d'importantes difficultés de mobilité sur l'axe reliant la cité de Kisantu et ses environs. Rodé Panda nous en dit plus. L'impraticabilité de la route nationale numéro 16 dans les territoires de Madimba au Congo central pour atteindre les secteurs et villages ou encore les cités et agglomérations de Ngeba, Goufu, Mfidimalele, Lenfu, Selo, Kibambi, Ngidinga pose d'énormes problèmes de mobilité de la population et leurs produits. À bout avec cette terre argileuse envahit la chaussée pendant cette période pluvieuse et plonge la route dans un état de délabrement criant et très avancé. Les commerçants peinent pour les trafics avec leurs marchandises. Cette route nationale numéro 16 d'une haute importance communautaire permet aux habitants de plusieurs localités riveraines de se déplacer aisément sur ces tronçons reliant Kisantu et tous les autres secteurs et villages de Kinkoswilidi, Kindopolo et Wungu jusqu'à la frontière avec l'Angola. Les habitants et commerçants de cette contrée lancent un SOS aux autorités compétentes pour une solution idoine. Sachez aussi que les travaux de construction du collecteur Bonzola 1 et 2 dans la province du Kasaï oriental avancent à pas de géant. Après plusieurs mois de détresse causée par l'état critique du collecteur au quartier Bonzola 2, les travaux de construction d'un collecteur destiné à prévenir les inondations et érosions sont déjà en cours d'exécution au grand bonheur de la population. Regardez.
Le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Boakapo a donné mardi 6 janvier 2026 les coups d'envoi des travaux de construction d'un gros collecteur des eaux de pluie pour la protection des quartiers Bonzola 2 et 1 dont les maisons ont été dernièrement détruites par les eaux de pluie lors de la destruction de l'ancien collecteur. La cérémonie a eu lieu à la nouvelle cave au quartier Bonzola 2, commune de Dibindi, en présence des différentes autorités provinciales et de la population riveraine. Dans son intervention, le DP de l'OVD Kasaï Oriental, ingénieur Trésor Kachala, a donné la fiche technique du projet. Il y a les travaux de prise d'eau sur la façade latérale de l'Institut SGTK sur 150 mètres. Il y a la construction de la traversée de section 2x2 en béton armé. Il y a la construction du collecteur de prise d'eau. Il y a la construction et réhabilitation de 1350 mètres de collecteurs de la cave jusqu'à l'avenue de l'université. Il y a la construction de 55 mètres de glissière sur l'érosion dit 4 manguiers. Après avoir rendu un hommage mérité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la lutte qu'il mène pour le rétablissement de la paix en RDC et pour sa vision de modernisation des entités, Jean-Paul Mboué-Boakapo a demandé à la population de veiller à la protection des matériaux. Je ne voudrais pas entendre qu'il y a le vol de caillasse, qu'il y a le vol de ciment. Si vous attrapez un voleur en flagrant délit, amenez-le à la police. Et là, il va subir la rigueur de la loi. C'est un ouvrage que nous construisons pour vous. À Kinshasa, l'hôpital général du Konchachi a renforcé ses capacités d'accueil et de prise en charge des patients. 100 lits d'hospitalisation et 500 blousons destinés au personnel soignant ont été remis à l'équipe médicale. Ce don provient d'une jeune entreprise congolaise basée à Lubumbashi. Un reportage de Guilain Kassou et Roger Dieye. Au total, 100 lits d'hospitalisation équipés de leurs accessoires et 500 blouses du personnel soignant. C'est le lot du don remis ce mardi 6 janvier 2026 à l'hôpital militaire du camp colonel Tchachi au cours d'une cérémonie voulue sobre par son bienfaiteur. Dilal Maï, jeune entrepreneur congolais, président de la société Maï Mahamed, basée dans le Haut-Katanga et le Lualaba, une société spécialisée dans la fourniture d'équipements et de matériel à vocation médicale et logistique, s'est chargé lui-même de l'acquisition et du transport de ces matériels dont les échantillons ont été exposés devant l'équipe dirigeante de l'hôpital. Par ses gestes philanthropiques, Dilal Maï a répondu à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à améliorer les conditions de prise en charge de nos hommes de troupe ainsi que leurs familles. Il a fait savoir par l'entremise de son collaborateur. Ce geste inscrit directement dans la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, en ce qu'il a fait une priorité absolue, l'amélioration des conditions de vie de nos soldats ainsi que de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en vue de l'émergence d'une classe moyenne congolaise. À cet égard, nous tenons à saluer l'opportunité exceptionnelle offerte par l'entreprise Kamoa Copper. Grâce à leur confiance, nous avons pu, en tant que jeunes entrepreneurs congolais, exercer et mettre notre savoir-faire technique au service du développement industriel et social de notre pays. Inauguré en avril 2023, cet hôpital militaire très fréquenté voit sa capacité d'accueil renforcée. Son médecin directeur, le colonel Mbouyou, a eu de mots justes pour saluer ces gestes pleins d'humanisme. Ces jeunes entrepreneurs, philanthropes et humanistes a pensé que sa meilleure façon de contribuer à soutenir les œuvres sociales du chef de l'État, c'est de venir remettre ce don. Parce que l'hôpital étant très fréquenté, l'usure s'ensuit aussi très rapidement pour que nos patients qui fréquentent cet établissement soient toujours pris en charge dans de bonnes conditions. Il n'a pas pensé qu'aux patients, il a pensé à nous-mêmes aussi, prestataires de soins. Des mots élogieux et encourageants envers le jeune entrepreneur ont été également prononcés par la hiérarchie militaire au nom du commandant du corps de santé militaire. Le clou de l'événement a été la remise officielle des équipements médicaux aux responsables de l'hôpital. Je vous remets les matériels médicaux pour la réconfortabilité de nos blessés et malades.
Je suis vraiment très contente pour les dons et ça va nous aider de renforcer notre capacité d'accueil de notre hôpital militaire. Il faut dire qu'au-delà de cette action ponctuelle, la société Maï Mohamed nourrit l'ambition de développer à l'avenir des partenariats durables avec les institutions de l'État, les établissements hospitaliers publics ainsi que les structures militaires et paramilitaires. Je l'ai dit en début de ce journal, c'est dans un climat de vive émotion que s'est ouverte ce mercredi à Ndjili l'audience foraine du tribunal militaire de garnison de Kinshasa à Ndjili. Une audience très attendue consacrée à l'examen du dossier de la fusillade meurtrière survenue le 4 janvier dernier à la place Sainte-Thérèse. À la barre, 2 militaires des forces armées congolaises poursuivis pour le meurtre de 4 personnes et pour avoir grièvement blessé 3 autres. Le récit avec Alain Bikaï. 4 vies fauchées, des familles brisées et une place publique transformée en scène de drame. Les 2 militaires présumés impliqués dans la fusillade meurtrière du 4 janvier dernier sur la place Sainte-Thérèse d'Ndjili ont comparu ce mercredi devant le tribunal militaire de garnison Kinshasa-Ndjili en procédure de flagrance. Ils sont poursuivis pour meurtre, extorsion et dissipation des munitions, des infractions passibles de lourdes peines. Dans la salle d'audience, l'émotion était vive. Les familles des victimes, encore sous les chocs, attendaient des réponses. L'audience s'est tenue sous l'attention de l'autorité municipale de Ndjili, Papi Mbumba Ngaliema, engagé dans la lutte contre l'insécurité dans sa commune. Selon les ministères publics et plusieurs témoins, l'incident débute par l'interpellation brutale d'un fidèle du mouvement Bundudia Congo BDK, accusé de porter une ceinture de type militaire appelée communément Weple. Toujours selon ces sources, les militaires ayant ouvert le feu en premier se trouvaient en état d'ivresse au moment des faits. Face à la tension et à la résistance des fidèles qui revenaient de la cérémonie de commémoration des martyrs de l'indépendance, des coups de feu retentissent. Les seconds militaires seraient alors intervenus pour protéger son collègue, transformant une altercation en véritable drame. Les tirs sont effectués à bout portant en pleine foule. Bilan humain, 4 morts et 3 blessés graves. Suite aux exceptions soulevées par la partie civile exigeant l'implication de la République dans ces procès, le tribunal a renvoyé l'audience à ce vendredi 9 janvier afin de permettre à toutes les parties de présenter leurs moyens de défense. Après les festivités de fin d'année, les cours ont officiellement repris depuis lundi dernier à Kinshasa. À cette occasion, l'inspecteur général de l'éducation nationale, Hubert Kimbonza, a effectué une ronde dans plusieurs établissements scolaires de la province éducationnelle de Lukunga. Objectif, s'assurer de la parfaite maîtrise du serment du citoyen par les élèves et le personnel éducatif. Anastasie Ndoubou pour ce reportage. À la reprise des cours après les vacances de fin d'année, l'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Hubert Kimbonza, a effectué des visites dans quelques écoles de la province éducationnelle de la Lukunga. Objectif, vérifier si les élèves intériorisent le serment du citoyen qui prône la nouvelle citoyenneté. Je sors vraiment très content. Les enfants de 7e ont récité le serment des citoyens. Au collège Frère Alingwa, c'était un dialogue franc avec les élèves finalistes. L'inspecteur général les a exhortés d'être focalisés sur leurs études pour avoir de bons résultats et il les a en outre sensibilisés à dénoncer toutes sortes d'antivaleurs lors des épreuves d'examen d'État comme de frais exigés pour les suivis dans les écoles. Nous avons beaucoup plus tiré les oreilles des candidats, qu'ils mettent de côté tout ce qu'ils ont en tête en rapport avec les suivis pour réussir à l'examen d'État. Et même dénoncer tous ces gens-là. S'ils sont dénoncés, le lendemain, nous prenons des mesures pour le faire partir des centres. Et on verra même, selon la gravité des faits, comment, même si c'est un inspecteur, le radier du corps. L'inspecteur général s'est rendu également au complexe scolaire Nyota dans la commune de Ngaliema pour le même exercice. Partout où il est passé, il a conseillé les élèves d'être fermes, mais surtout des bons citoyens.
La Caisse nationale de sécurité sociale et d'assurance du personnel de l'État franchit une nouvelle étape avec le passage de témoins à la tête de son administration hier mardi. Le président du conseil d'administration sortant a remis officiellement ses fonctions à Marie Karumba lors d'une cérémonie de remise-reprise. Eric Kabamba, une fois de plus, avec Robert Kalimba. Le mardi 6 janvier, la SENSAP a marqué une étape importante avec la cérémonie de remise-reprise entre le PCA sortant, Christian Tungila, et la PCA entrante, Karumba Nabintu Marie. Dans son allocution, Christian Tungila a exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'à la première ministre et au vice-premier ministre en charge de la fonction publique pour la confiance qui lui a été accordée. Il a rappelé son engagement sans faille et les nombreuses réformes qu'il a impulsées, contribuant à renforcer la visibilité et la compréhension du rôle stratégique de la SENSAP par les fonctionnaires de l'État. Avant de transmettre officiellement le flambeau, le PCA sortant a prodigué des conseils avisés à sa successeur Marie Karumba Nabintu et a affirmé sa disponibilité à servir le pays dans d'autres missions à venir. Je remercie tout particulièrement le chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage, le plus déférent qui soit, pour la confiance qu'il m'a vouée pendant 3 ans durant à ce poste. Je voudrais aussi dire merci au conseil sortant pour la cohésion et l'unité. Je pars avec un cœur léger, content de chacun de vous, satisfait, oui, de la partition modeste que nous avons jouée dans la construction de la SENSAP. J'ai foi et je crois que l'équipe qui entre fera mieux que nous et c'est ce que je leur souhaite. La cérémonie s'est déroulée en présence du conseil du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, des membres des comités sortants et entrants, ainsi que des plusieurs cadres et agents de la SENSAP. Et puis, cette note triste dans ce journal. La radio-télévision nationale congolaise est en deuil. Elle vient de perdre l'un de ses cadres en la personne de Médard Mbouyal Magal, ce chroniqueur et philosophe maison, est décédé ce mercredi dans la ville de Kananga où il est allé dispenser des enseignements de communication à l'université du Kasaï central. Pétri d'une intelligence vive, Mbouyal Magal était analyste politique. La hiérarchie de la RTNC lui a confié les responsabilités au niveau de l'ICA, l'Institut congolais de l'audiovisuel. Il est mort en tant que directeur de l'ICA. Suivez à ce sujet un extrait d'une de ses dernières interventions dans l'émission En toute vérité. Donc il faut répondre à tous ces défis. Nous voulons quel Congo? Pour quel type de population? Pour quel type d'acteurs? Et lorsqu'on interroge le passé, lorsqu'on retourne 65 ans avant, on se pose la question, avons-nous été préparés pour assumer nos responsabilités actuelles, pour porter le destin, pour porter la République démocratique du Congo dans nos cœurs? Et c'est ça, peut-être pour n'avoir pas répondu à ces questions, que les difficultés que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui. Souvenez-vous, déjà en 1956, lorsque on rédigeait le premier document qui parlait de l'émancipation du Congo belge en 30 ans. Donc ça paraissait farfelu, inimaginable, mais 4 ans après, l'indépendance est arrivée. Donc les choses se sont précipitées, avec tous les conflits qui sont nés, mais c'est pas fait. Au travers des conflits, on a démontré que les Congolais étaient unis autour de leur pays. Parce qu'on a vu des acteurs évoluer, changer de position. Je prends par exemple un acteur qui a présenté des visages. Moïse Tshombe. C'est un acteur important dans l'histoire de ces pays. Mais seulement on a tendance à le présenter comme sécessionniste. C'est vrai qu'il a été le président du Katanga pendant une certaine période, le Katanga indépendant, dans une histoire. Mais cet homme, je dirais, a connu ce qu'on peut dire la conversion. Parce que, devenu Premier ministre, il a porté l'habit du nationalisme congolais. Donc, parti du nationalisme tribal, comme dirait le professeur Célestin Kabouya Lumuna, Moïse Tshombe a véritablement porté la question
du nationalisme. Est-ce qu'on peut revenir sur la bourse, mesdames? Oui, parce que là, mais la bourse, c'est vraiment une analyse diachronique. Non, ce n'est pas diachronique. On est dans la synchronie. C'est dans la formation des âmes. Parce que si la bourse est là, parce qu'on dit qu'il faut répondre à un défi. Et le défi que nous devons répondre aujourd'hui doit tenir compte de ce que nos aînés ont fait, les erreurs que nous-mêmes nous avons commises et qui expliquent d'ailleurs... construire le passé, le futur. Oui. Et ce qui explique parfois les conflits, que nous allons aborder quelque chose de dialogue, quoi. Mais ça entre dans la matière, dans la formation de l'âme congolaise. L'anthropologie de l'homme congolais, c'est quoi? Et donc, heureusement que je dis, il faut préparer des jeunes très tôt pour qu'ils soient à mesure d'assumer. Et la première dame a compris cette nécessité de préparer la jeunesse au travers de cette bourse. Voilà pourquoi Voilà, la rédaction de la RTNC rend hommage à ce grand historien et cette grande bibliothèque qui s'en est allée. Fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, mais avant de le boucler complètement, je veux lire les communiqués. La Direction générale des impôts informe les opérateurs économiques en particulier et le public en général qu'en exécution des instructions du gouvernement de la République, le moratoire relatif à la suspension temporaire de certaines obligations liées au quitus fiscal est prorogé jusqu'au jeudi 15 janvier 2026. Cette mesure exceptionnelle vise à réserver un climat social apaisé durant la période des festivités de fin d'année 2025 et constitue la dernière reconduction accordée. À cet effet, les opérateurs économiques sont invités à mettre à profit ce délai pour se conformer intégralement aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Aucune non-mise en conformité sera tolérée au-delà de cette échéance, laquelle relèvera exclusivement de la responsabilité des assujettis concernés. Par ailleurs, la DGI rappelle que la délivrance du quitus fiscal s'effectue conformément aux modalités prévues par l'arrêté ministériel numéro 027/CAB Mines Finance 2025 du 9 avril 2025. Toute intervention non autorisée dans le processus de délivrance de quitus fiscal est formellement proscrite. Des mesures de contrôle interne et des sanctions seront appliquées en cas de retard injustifié imputable aux agents intervenants dans le traitement des dossiers. La Direction générale des impôts compte sur le civisme fiscal de tous pour le respect scrupuleux des présentes dispositions. C'est un communiqué signé Barnabé Mwakadi Mwamba. Et puis cet autre communiqué, la Direction générale des impôts informe le public en général et les propriétaires des véhicules automobiles et les usagers de la route, en particulier du lancement officiel à partir de ce mardi 6 janvier 2026 de la nouvelle plaque minéralogique sécurisée des véhicules. La DGI précise que le lancement de cette nouvelle plaque conçue conformément aux standards internationaux en remplacement de l'ancienne résulte de la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo d'améliorer la sécurité des automobilistes, d'harmoniser le système national d'immatriculation des véhicules et de faciliter le contrôle routier par les services de la police. En effet, pour une bonne harmonisation du système national d'immatriculation automobile, la DGI invite tous les propriétaires des véhicules automobiles à se procurer la nouvelle plaque minéralogique sécurisée pour se conformer à la nouvelle réglementation. C'est un communiqué signé Barnabé Mwakadi. Fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, il a été rédigé par Gauthier Kiassi sous la direction et supervision de Guy Matundou et Jacques Kabobwa. Bobette Yenga était à la coordination. Rodé Panda et Ramadan Poki l'ont réalisé pour vous. 20h demain, vous allez retrouver Sandra Nyangui et 23h, Gaëtan Magalano revient sur ce plateau pour vous informer. Moi, je vous retrouve le lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Est-ce qu'en signant cet accord, la RDC renonce à sa souveraineté? Non. Le texte réaffirme explicitement le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État. Ces accords ne